Il n'y a pas si longtemps, des révélations ont été faites sur le somptueux salon de Poutine, où il organisait des soirées. Aujourd'hui, il semblerait qu'il ait décidé de renforcer le secret et d'organiser des soirées dans des bunkers souterrains. Un classique de Poutine, n'est-ce pas? Mais c'est là que ça devient intriguant. La diversité des invités à ces réunions secrètes suggère que quelque chose d'important, voire de sinistre, s'y passe. Alors, que se passe-t-il vraiment dans les soirées secrètes de Poutine? Découvrez tous les détails dans cette vidéo. Les fêtes secrètes de Vladimir Poutine. Au cœur de la Russie, non loin de la Crimée, il existe un endroit si extravagant que Versailles ressemble à un studio. Je veux parler de la crèche de Poutine, un joyau caché niché dans la station balnéaire de Gelendzhik. À côté de cet endroit, beaucoup d'autres palais ressemblent à des abris de jardin. Il s'agit d'une pure extravagance, d'une superficie de 1000 mètres carrés. Poutine mène la grande vie à l'intérieur de ce palais. Il y a une patinoire de hockey pour montrer ses talents de lanceur, une cave à vin qui rendrait Bacchus jaloux et un salon de narguilé pour les séances de bouffées post-politiques. Poutine a son propre casino, car pourquoi ne pas jouer pour oublier ses problèmes lorsqu'on est à la tête d'une nation? Et n'oublions pas la cerise sur le gâteau, une église dans son jardin pour qu'il puisse prier pour plus de pouvoir et de richesse. Et puis il y a la pièce de résistance, la barre de striptease. Oui, vous avez bien entendu. Même Poutine a parfois besoin de se lâcher. Et quoi de mieux que de tourner autour d'une barre? En fait, on dit que de nombreuses fêtes ont lieu ici, et de nombreux dirigeants mondiaux, en bons termes, avec Poutine, auraient fait la fête avec lui ici. Toutefois, la rumeur veut que les fêtes privées de Poutine ne soient plus aussi privées que cela. On pense qu'il a déplacé ses fêtes sous terre, dans un bunker secret. La nouvelle de l'existence de ce bunker secret est apparue à un moment où l'on surveillait de près les actions de M. Poutine. Elle est intervenue peu après l'annonce d'une tentative audacieuse d'assassinat de M. Poutine à l'aide de drones explosifs près du Kremlin. La découverte du bunker a ajouté au mystère entourant les raisons pour lesquelles Poutine avait besoin d'une cachette aussi bien protégée. C'est feu Alexei Navalny, un éminent critique de M. Poutine, qui a révélé l'existence du bunker, bien que M. Navalny ait été emprisonné à l'époque. L'équipe d'Alexei Navalny a découvert des plans montrant non seulement les luxueux bâtiments de surface, mais aussi un réseau caché de tunnels. Dans un cas classique de Oups, les constructeurs du palais de Poutine ont oublié de garder le grand secret caché. Ils ont laissé les plans de 2 tunnels furtifs en plein air sur l'internet russe. MetroStyle, un entrepreneur russe aujourd'hui disparu, a téléchargé ces schémas. L'antre souterrain du palais de Poutine n'est pas un sous-sol ordinaire. Il s'agit d'une installation sophistiquée composée de 2 tunnels reliés par un ascenseur qui descendent jusqu'à 50 mètres sous terre. Ces tunnels sont de véritables bunkers de luxe, équipés d'eau, d'air et de suffisamment de câbles pour accueillir les occupants VIP pendant un bon moment. C'est la cachette ultime d'un dirigeant mondial qui n'est pas tout à fait sûr que tout le monde l'aime. Selon Mikhail Sekimaj, ancien haut responsable du département d'État, l'obsession de Poutine pour ces tunnels pourrait être due à son insécurité quant à la légitimité de son leadership. Sachant qu'il n'est pas apprécié de tous, Poutine semble compter sur ces tunnels pour le garder sain et sauf, quoi qu'il arrive. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont du mal à croire que Poutine organise des fêtes secrètes dans ce bunker. Est-il en train de perdre la boule? Pourquoi s'amuse-t-il dans un endroit qui est censé le protéger en cas de besoin? Il y a encore plus d'informations sur le bunker. Tadeusz Gabriszewski, un ingénieur en structure, a été impressionné, notant que ce tunnel n'est pas seulement pour le spectacle, mais qu'il s'agit d'une stratégie de survie. Ce n'est un secret pour personne que les dirigeants du monde entier se préparent au pire. Le président américain a des bunkers, mais ce qui distingue ce tunnel russe, c'est qu'il n'est pas financé par l'État. C'est le projet personnel de M. Poutine. Il ne s'agit pas seulement de continuité politique, mais aussi de la survie d'un homme. Cela fait des années que Poutine s'y emploie, construisant sa propre porte de sortie tout en flirtant publiquement avec l'intégration occidentale. Kimaj, un expert en la matière, considère qu'il s'agit d'un long jeu de Poutine contre l'Occident, d'une stratégie qui se prépare depuis plus d'une décennie. Gabriszewski a expliqué à Insider que les images ne sont pas des plans exacts, mais plutôt des esquisses de la conception et de l'objectif des tunnels. Les tunnels, d'une longueur de 40 à 60 mètres et d'une largeur de 6 mètres, pourraient offrir un espace de vie d'environ 6500 pieds carrés, probablement construits pour résister aux explosions. Cependant, leur résistance réelle aux explosions dépend de la qualité du renforcement des murs en béton de 15 pouces d'épaisseur et des matériaux qui remplissent la zone autour d'eux. Les caractéristiques des tunnels suggèrent qu'ils ont été construits en pensant à des scénarios extrêmes. Les 16 supports de câbles situés le long du mur du tunnel inférieur sont particulièrement remarquables. Ces râteliers sont destinés aux câbles nécessaires à l'alimentation d'un poste de commandement, y compris l'électricité, l'éclairage, les fils de cuivre et les câbles à fibre optique. La grande quantité de conduits dans le tunnel inférieur suggère qu'ils ne sont pas uniquement destinés aux besoins du tunnel, mais également au système de secours du complexe palatial.
Cela signifie que le tunnel sert de voie de secours pour l'ensemble du palais, et pas seulement de voie d'évacuation. La société qui a acquis MetroStyle et le porte-parole du Kremlin n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Monsieur Poutine a nié être propriétaire du palais de la mer Noire lors des manifestations qui ont suivi l'enquête sur la vidéo de Monsieur Navalny datant de 2021. MetroStyle, fondé dans les années 90 par 3 hommes qui ont ensuite créé d'autres entreprises de construction, a été engagé par le gouvernement russe pour creuser les tunnels du métro de Moscou. Le site web de la société ne mentionnait pas que les tunnels de la mer Noire étaient destinés à Poutine. Il les décrivait plutôt comme faisant partie d'un projet de pension de famille à Gelendzhik, dans le territoire de Krasnodar, la ville la plus proche du complexe du palais. Gelendzhik se trouve à environ 5 heures de route de Sotchi. Les tunnels, situés à près de 1000 km de Moscou, montrent que M. Poutine ne cherche pas seulement à vivre luxueusement près d'une station balnéaire, mais aussi à assurer sa sécurité. Selon M. Kimage, ancien fonctionnaire du département d'État et actuel professeur à l'université catholique, le souci de survie de M. Poutine est probablement à l'origine de l'éloignement des tunnels. M. Kimage explique que lors des grandes transitions de l'histoire russe, comme en 1917 et en 1991, le statut de la capitale et la sécurité du dirigeant étaient des questions importantes. Poutine se prépare à cette éventualité en établissant des résidences loin du centre. Par conséquent, un système de tunnels dans le complexe de la mer Noire est logique, car Poutine se préoccupait de sa sécurité même en l'absence de menaces immédiates. Les diagrammes ne montrent pas de vue détaillée des structures à l'est du complexe de tunnels. Il est possible que ces structures aient été conçues pour permettre le chargement de fournitures par un ascenseur caché dans le complexe du palais. Gabrichevski a indiqué une zone près de la fin de la route, à côté du complexe de tunnels, qui pourrait être utilisée pour charger et décharger des cargaisons de fournitures. Un lien vers les diagrammes a été sauvegardé sur l'archive Internet Wayback Machine et partagé pendant des années par une sous-culture moscovite appelée Diggers. Il s'agit d'explorateurs urbains qui visitent et documentent des sites interdits. Les diagrammes sont ensuite apparus dans un rapport détaillé sur le palais, rédigé par M. Navalny. Un creuseur anonyme associé à un groupe appelé Secte Z a fait part de ces découvertes, invoquant le désir d'exposer le réseau secret de transport souterrain de Poutine. Ils en avaient assez de Poutine et espéraient hâter la fin de son régime. M. Kimage, ancien fonctionnaire du département d'État, a souligné la gravité de l'état d'esprit de M. Poutine, qui se considère comme engagé dans une confrontation avec l'Occident au bord d'un volcan métaphorique. Si Poutine n'est peut-être pas enclin à déclencher un conflit nucléaire, ses actions témoignent d'une conscience profonde des risques encourus. La révélation que Poutine organise désormais des fêtes privées dans ses bunkers soulève des questions sur son état d'esprit. Ne craint-il plus les menaces qui l'ont poussé à construire ces bunkers? Ou bien ces réunions sont-elles un moyen de faire face à ses angoisses, en se réfugiant dans la sécurité des souterrains? Si vous êtes comme moi, vous trouverez probablement quelque chose d'autre d'aussi fascinant que les fêtes secrètes. Plus tôt, j'ai mentionné que le bunker souterrain était un projet privé financé par Poutine lui-même. Comment un homme comme Poutine, qui prétend ne pas avoir beaucoup d'argent, peut-il mener à bien un tel projet? Voyons les choses en détail. Poutine a perçu sa pension de l'époque où il était membre du KGB et son salaire de président russe. Sa déclaration indique qu'il a gagné la coquette somme de 593 537 pounds au cours des 6 dernières années. Il dispose également de près de 478 000 livres sterling sur ses comptes bancaires. Mais tout cela ne suffit pas à financer un projet clandestin. Qu'en est-il donc de la fortune de Poutine? Que cache-t-il? Découvrons ce mystère. Le président Vladimir Poutine est considéré comme la personne la plus riche du monde, avec une fortune bien cachée de 200 milliards de livres sterling. Comment s'y prend-il? Alexei Navalny, avant son décès, a affirmé que Poutine s'appropriait jusqu'à la moitié de l'argent gagné par les personnes les plus puissantes de Russie. La richesse de Poutine est liée à de nombreuses personnes qui lui sont proches, comme ses enfants, ses amants, de vieux amis de l'époque où il était maire de Saint-Pétersbourg, des camarades d'université et des copains d'enfance. Certaines de ces personnes, comme le fils d'un boucher, un cousin et un ancien chef du KGB, sont étonnamment riches. Mais l'intrigue ne s'arrête pas là. Des activistes ont affirmé que l'une des filles de Poutine, née de sa femme de ménage et qui vaut aujourd'hui 100 millions de dollars, possède un appartement cossu. Cette résidence huppée est située dans le domaine de St. George's Hill, dans le Surrey. Cette fille côtoie actuellement l'oligarque Oleg Deripaska, qui y posséderait un manoir. Les habitants de la région disent avoir vu des limousines battant pavillon russe passer à toute vitesse dans leurs rues et des hélicoptères survoler la région. Lesia Cholet, une activiste locale, décrit comment la sécurité a été renforcée et les chemins piétonniers bloqués, donnant au domaine des allures de forteresse. Lesia Cholet parle au nom des habitants qui se sentent ignorés par les riches russes. Elle affirme que la communauté perd l'accès à son patrimoine et à ses espaces publics.
L'Agence nationale de lutte contre la criminalité a mis en place une cellule kleptocratie chargée de débusquer les fortunes cachées que Poutine pourrait avoir dissimulées à Londres, en particulier depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il s'agit d'une véritable partie de cache-cache, avec des millions de livres sterling en jeu. Selon Bill Browder, ancien investisseur russe de premier plan devenu l'ennemi juré de Poutine, le président dispose d'un modèle économique intéressant. Il s'est fait l'écho des sentiments d'Alexei Navalny, selon lesquels Poutine s'approprie une part importante du gâteau de plus de 100 oligarques russes dont il siphonne la richesse. Il convient de noter que 20 d'entre eux sont milliardaires. En 2003, M. Poutine a fait preuve d'un grand sens des affaires. Il a fait preuve d'audace en arrêtant l'homme le plus riche de Russie, Mikhail Khodorkovsky, qui avait perdu les faveurs de Poutine. Le procès de Khodorkovsky a été un événement majeur, retransmis à la télévision pour que tout le monde puisse le voir, alors qu'il était coincé dans une cage. Selon M. Browder, cet événement a inquiété d'autres riches, qui se sont donc adressés à Poutine pour obtenir sa protection. La réponse de Poutine aurait été simple, 50% %. Mais attention, il ne parlait pas du gouvernement russe ou de quoi que ce soit d'officiel. Non, il voulait soi-disant la moitié de tout ce qu'il faisait pour lui-même. L'image publique de Poutine, cependant, raconte une autre histoire. Il affirme gagner environ 70 000 livres sterling par an grâce à son poste au gouvernement et perçoit une pension du KGB. Le Kremlin, c'est-à-dire le gouvernement de la Russie, affirme qu'il ne possède pas d'objets de luxe et a même déclaré à la télévision que Poutine ne s'intéressait pas aux objets de luxe. Mais ensuite, Navalny a déclaré que certaines personnes aidaient Poutine à cacher une tonne d'argent, même si Poutine dit qu'il n'en a pas beaucoup. Qui aide Poutine à dissimuler sa fortune de 200 milliards d'euros ? L'une de ces personnes est une femme nommée Svetlana Krivonogik. Selon Navalny, Krivonogik est passée du statut de femme de ménage de Poutine à celui de maîtresse de ce dernier, avec qui il aurait eu un enfant, Elisaveta. Cette ancienne femme de ménage devenue multimillionnaire vaudrait la bagatelle de 100 millions de dollars, grâce à sa propriété d'une boîte de nuit connue pour ses spectacles érotiques. L'ascension de Madame Krivonogik vers la richesse aurait commencé en 2000, lorsqu'elle a mystérieusement acquis pour 8 millions de livres sterling d'actions de la Banque Rossiya. Mais ce n'est pas tout. Les Pandora Papers ont révélé qu'elle possède un appartement de 4 millions de dollars à Monte-Carlo, acquis grâce à un réseau de sociétés écrans dans des paradis fiscaux tels que les îles Vierges britanniques et le Panama. Les voisins de Saint-Pétersbourg disaient d'elle qu'elle avait un bienfaiteur secret appelé Papa, avant qu'elle et sa mère ne déménagent dans un quartier plus huppé. Ce mystérieux papa pourrait faire l'objet de spéculations, mais une chose est sûre, l'histoire de Madame Krivonogik est des plus intrigantes. Quant à Elisaveta, elle est née en 2003. La relation entre sa mère et Poutine s'est terminée à peu près au même moment que la relation de Poutine avec la gymnaste olympique Alina Kabaeva a commencé à faire les gros titres. Poutine a 2 filles de son précédent mariage et n'a pas commenté publiquement ces allégations. Alina Kabaeva est également citée parmi les personnes qui aident Poutine à dissimuler ses milliards. Elle a fait la une des journaux parce qu'elle aurait été introduite clandestinement en Suisse au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alina Kabaeva, connue pour son illustre carrière en gymnastique rythmique, est réapparue aux yeux du public après une longue absence, apparaissant à la télévision et critiquant les juges de son ancien sport. Malgré sa médaille d'or olympique et ses multiples titres de championne, la vie personnelle de Madame Kabaeva est entourée de mystères, notamment en ceux qui concernent sa relation avec M. Poutine. Des rumeurs sur leur relation amoureuse circulent depuis des années, Kabaeva étant souvent considérée comme la première dame secrète de la Russie. La disparition de Madame Kabaeva de la scène publique en 2018, au milieu de rumeurs de fondation d'une famille, n'a fait qu'augmenter les spéculations. Les tabloïds russes ont brossé le portrait d'une femme qui s'était volatilisée sans laisser de traces, laissant beaucoup de gens s'interroger sur les secrets de sa vie privée. Interrogé à ce sujet, M. Poutine a fait valoir son droit à la vie privée, condamnant ceux qui s'intéressent à ses affaires. Malgré cela, Madame Kabaeva a ouvertement exprimé son amour pour un homme mystérieux, laissant entrevoir une romance cachée qui captive l'imagination. Après Kabaeva, Vladimir Kolbin est un autre nom figurant sur cette liste. Kolbin est le fils d'un ami de Poutine. Il est passé du statut de boucher à celui de propriétaire d'une fortune de 550 millions de dollars. Son enrichissement a coïncidé avec l'accession de Poutine à la présidence en 2001. Soudain, Kolbin se retrouvait dans le monde des affaires, concluant des accords avec les plus grandes entreprises publiques russes. La rumeur veut qu'il ait caché une fortune sur des comptes bancaires à l'étranger pour un total hallucinant de 550 millions de dollars. Mais voici le hic. On ne sait pas si Kolbin avait réellement accès à tout cet argent. Selon l'adjoint d'Alexei Navalny, Leonid Volkov, adjoint d'Alexei Navalny, Kolbin était plutôt un homme de paille de Poutine, un mandataire qui cachait la richesse du président. Igor Sechin est également considéré comme l'homme de paille de Poutine. Il s'agit d'un personnage si formidable et redoutable qu'il a été surnommé
Il est le maître d'œuvre de Rosneft, à la tête d'un géant pétrolier d'État qui éclipse tous les autres. Monsieur Sechin est un titan du pouvoir, l'un des plus proches alliés de Monsieur Poutine, qui exerce une immense influence sur la hiérarchie russe. Avec un CV qui comprend un passage en tant que vice-premier ministre sous Poutine, Sechin a navigué dans les eaux traîtresses de la politique russe avec l'habileté d'un Jedi ou d'un Sith chevronné. Mais même les plus puissants ne sont pas à l'abri du bras long de la loi. Récemment, le bien le plus précieux de Sechin, le yacht Amorevero, d'une valeur de 86 millions de livres sterling, a fait l'objet d'un raid audacieux en pleine nuit dans un port français. Le gouvernement britannique a qualifié M. Sechin d'éminent homme d'affaires russe, entretenant des liens personnels étroits avec M. Poutine, soulignant ainsi l'importance stratégique de son entreprise pour le gouvernement russe. Les impôts de Rosneft ont rapporté à eux seuls la somme stupéfiante de 10 milliards de livres sterling en 2020, une somme qui pourrait financer une part importante de la puissance militaire russe. Kirill Shamalov est une autre personnalité notable qui aiderait Poutine à dissimuler son argent. Il a été marié à Katerina Tikhonova, la fille de Poutine. Shamalov conseillait le gouvernement russe sur les questions économiques. Son père est un ami de Poutine et possède une partie de la banque Rossiya. Lorsque Shamalov a épousé la fille de Poutine, il s'est vu proposer un grand nombre de contrats intéressants, ce qui lui a permis de devenir milliardaire à 32 ans. Il est également impliqué dans une grande entreprise russe appelée Sibur, dont il possède une part importante, d'une valeur de 2 milliards de dollars, ce qui représente environ 21% de l'entreprise. Il a ensuite utilisé un prêt de Gazprombank pour acheter encore plus de Sibur au propriétaire initial, ce qui l'a rendu très riche. En raison de son implication dans l'invasion russe de l'Ukraine, les États-Unis et le Royaume-Uni lui ont imposé des sanctions. Il s'est séparé de la fille de Poutine en janvier 2018 et aurait perdu la moitié de sa fortune. Un autre nom soupçonné de cacher la fortune de Poutine est Alexandre Plekov. Il s'agit d'un scientifique et biochimiste russe de Saint-Pétersbourg, devenu homme d'affaires. Il a été accusé d'avoir aidé à gérer des comptes offshore contenant la fortune de Vladimir Poutine. Plekov a été mentionné dans les Panama Papers en relation avec des comptes offshore appartenant à Sergei Roldugin, ami proche et portefeuille présumé de Poutine. Plekov apparaissait comme le représentant légal de Roldugin dans une société offshore appelée Sonnet Overseas et possédait également une autre société offshore appelée Sunbarn Limited C. Deux sociétés étaient impliquées dans des opérations commerciales suspectes. En plus de son implication avec Roldugin, Plekov a été lié à un autre ami de Poutine, Yuri Kovalchuk, propriétaire de la banque Rossiya. L'entreprise de Plekov, Vital Development, a été créée dans un parc scientifique établi en collaboration avec la banque Rossiya. Vital bénéficie ainsi d'une protection, d'un loyer bon marché et d'avantages fiscaux. M. Plekov a également été lié à Liros, un opérateur de crédit bail qui propose des équipements techniques et de transport à la location. Liros aurait aidé la Rossiya Bank à éviter les sanctions internationales en faisant partie du groupe Zest, dont le personnel et les numéros de téléphone sont identiques. En outre, Plekov a été impliqué dans un accord secret de 40 millions de dollars concernant Vidéo International, une société russe de publicité. Des actions de société liées à Roman Abramovich ont été transférées à Sergei Roldugin et Plekov dans le cadre de cette transaction. Ils ont reçu des dividendes considérables, ce qui laisse entendre qu'ils pourraient détenir de l'argent et des actifs pour Poutine en tant que portefeuille ou homme de paille. Les procureurs suisses ont également découvert un réseau de sociétés offshore et de transactions impliquant Plekov et Roldugin, qui ont acheminé de l'argent vers divers projets liés à Poutine, y compris la station de ski où la fille de Poutine s'est mariée. M. Plekov a été sanctionné par le gouvernement britannique, tout comme plusieurs autres associés de M. Poutine. Gennady Timchenko est un autre personnage digne de figurer sur cette liste. Il s'agit d'un oligarque russe et d'un homme d'affaires milliardaire. Timchenko et Poutine sont des amis proches depuis le début des années 1990, lorsque Poutine devient un personnage important à Saint-Pétersbourg. Timchenko s'est servi de cette amitié pour développer ses affaires, ce qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles il aurait aidé Poutine à dissimuler sa richesse. En 1991, M. Poutine a accordé à M. Timchenko une licence d'exportation de pétrole, ce qui lui a permis de créer Gunvor, une société qui a exporté pour des milliards de dollars de pétrole russe. Timchenko a ensuite vendu ses parts dans Gunvor à son partenaire commercial, juste avant d'être confronté aux sanctions américaines en mars 2014. Timchenko possède des parts de grandes entreprises russes telles que Novatek et Sibur Holding, et il dirige sa propre société d'investissement appelée Volga Group. Cette société gère ses fonds provenant de différents endroits en Russie et à l'étranger dans des secteurs tels que l'énergie, les transports et la finance. Les Pandora Papers ont montré que l'une des sociétés de Timchenko a obtenu d'énormes prêts auprès de sociétés offshore secrètes. Les gens soupçonnent ces sociétés offshore de cacher de l'argent.
Bien que M. Timchenko ait fait l'objet de sanctions de la part des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Union européenne pour son implication dans les actions menées par la Russie en Crimée et en Ukraine, il reste un acteur important du monde des affaires russes. Il est actuellement la 8e personne la plus riche de Russie, avec environ 10,7 milliards de dollars. Outre ses affaires, il est également actif dans le domaine du sport. Il est le grand patron de la Continental Hockey League et dirige le club de hockey sur glace SKA Saint-Pétersbourg. Il parraine également des compétitions de tennis et une équipe de voile qui participe à des compétitions internationales. Passons maintenant à Nikolai Tokarev, homme d'affaires russe, oligarque et ancien officier du KGB. Il est né en 1950 dans l'actuel Kazakhstan. Il termine ses études en 1973 avec pour spécialité l'électrification et l'automatisation des travaux miniers. Il a ensuite fréquenté une école dirigée par les services secrets russes de 1978 à 1980. C'est là qu'il s'est lié d'amitié avec Vladimir Poutine. Ils ont tous deux travaillé pour les services secrets en Allemagne de l'Est dans les années 1980, lui étant comme un grand frère pour Poutine. Depuis le milieu des années 1990, M. Tokarev a occupé divers postes dans des entreprises publiques russes, notamment au sein du département présidentiel de gestion des biens immobiliers et de Transneft, une société d'oléoducs et de gazoducs. Il a également été président de Zarubezhneft, une compagnie pétrolière russe de 2000 à 2007. Depuis 2007, M. Tokarev est président de Transneft et siège à son conseil d'administration. Il siège également au conseil d'administration de Rosneft depuis 2009. À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, M. Tokarev a fait l'objet de sanctions de la part de plusieurs pays, dont l'UE, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande. Ces sanctions impliquent le gel de ses avoirs et l'interdiction de voyager dans ces pays. Les gens pensent que Tokarev pourrait aider Poutine à dissimuler son argent parce qu'il est proche de lui et qu'il occupe un poste important dans l'industrie énergétique russe. Bien qu'il n'y ait pas de preuves solides, son histoire avec Poutine et son travail dans la gestion de sociétés énergétiques appartenant à l'État éveillent les soupçons. L'Union européenne a qualifié M. Tokarev d'ami de longue date de M. Poutine et d'acteur important du secteur énergétique russe. Elle affirme également qu'il fait partie des puissants hommes d'affaires russes qui ont pris le contrôle d'importants actifs publics dans les années 2000, lorsque Poutine renforçait son contrôle et qu'il travaille en étroite collaboration avec le gouvernement russe. En outre, selon certaines informations, la société de M. Tokarev paierait, par l'intermédiaire de diverses entités, un loyer de plus de 100 millions de roubles par mois pour des locaux situés dans le palais de M. Poutine à Gelendzhik. Cela renforce les spéculations selon lesquelles M. Tokarev pourrait connaître ou être impliqué dans la gestion de la fortune cachée de M. Poutine. Ilgam Ragimov, homme d'affaires, avocat et universitaire azerbaïdjanais, est également étroitement lié à Poutine. Né en 1951 en Azerbaïdjan, il fréquente la même université que Poutine, où ils se sont liés d'amitié. L'amitié de M. Ragimov avec M. Poutine a apparemment favorisé ses affaires. Après avoir terminé ses études universitaires, M. Ragimov a commencé à travailler comme chercheur débutant en Azerbaïdjan. Il a ensuite travaillé pour le ministère de la Justice et a participé à l'élaboration de plusieurs lois. Plus tard, il a dirigé l'Institut azerbaïdjanais de criminalistique, de droit pénal et de criminologie, tout en enseignant le droit dans différentes universités d'Azerbaïdjan. En 1999, lorsque M. Poutine est devenu Premier ministre de Russie, M. Ragimov a abandonné ses fonctions universitaires et gouvernementales pour travailler dans le secteur privé. Il est devenu le chef du service juridique de Lukoil Azerbaïdjan, qui fait partie d'une grande compagnie pétrolière russe appelée Lukoil. M. Ragimov s'est ensuite lancé dans l'immobilier à Moscou, où il est copropriétaire de centres commerciaux et d'hôtels de luxe, tels que les marchés européens et Sadovod. L'ensemble de ses propriétés vaut plus de 500 millions de dollars. Ragimov ne s'est pas arrêté là. Il a également investi dans d'autres entreprises, comme la construction d'un hôtel de luxe appelé Crimean Breeze en Crimée et une participation de 15% dans Grand Titul LLC, qui possède les centres commerciaux d'ameublement Grand et Grand 2. Il a également siégé au conseil d'administration de la Capital Credit Bank et a fait des affaires avec d'autres grands noms, comme Zarak Iliev et God Nizanov, qui possèdent le groupe d'entreprises Kievskaya Ploshchad. Le nom le plus intrigant de la liste d'Alexei Navalny est sans doute celui de Mikhail Shelomov. Il s'agit d'un chef d'entreprise russe et d'un cousin germain de Poutine. Il est le fils de Lyubov Ivanovna Shelomova, une cousine de Vladimir Poutine. Shelomov vaut 573 millions de dollars. On le dit proche de Poutine qui, avec ses alliés, a amassé près de 24 milliards de dollars. Malgré un salaire officiel modeste d'environ 700 dollars par mois en tant que commis aux expéditions dans une entreprise pétrolière d'État, M. Shelomov a gagné beaucoup d'argent grâce à ses propres entreprises.
L'une d'entre elles est Accept LLC, qu'il a créée en 2002. Accept détient des parts dans de grandes entreprises liées au cercle de Poutine, telles que Rossiya Bank et Sogaz Insurance Company. Elle possède également la moitié d'Igora Drive, une société qui construit une piste de course près de l'un des sites de ski préférés de M. Poutine, où la fille de ce dernier s'est mariée en 2013. La richesse de M. Shelomov a suscité des soupçons en raison de la manière dont il l'a obtenue. En 2004, sa société, Accept, a obtenu un prêt de 18 millions de dollars auprès d'une entreprise du Panama appelée Central Trading Corporation. Cette société avait déjà été impliquée dans le financement de la construction du palais de Poutine. Grâce à ce prêt, Accept a acheté des actions de la Rossiya Bank et du groupe d'assurance Sogaz. Accept possède également une autre société appelée Platinum, ce qui a encore augmenté les parts de Shelomov dans la Rossiya Bank. En outre, Accept a obtenu Sogaz Nedvichi Most, une société qui s'occupe d'immobilier, ce qui a augmenté la richesse de Shelomov. En fait, compte tenu du nombre de personnes impliquées dans la dissimulation de l'argent de Poutine, il est logique qu'il commence à organiser ses fêtes secrètes dans ses bunkers souterrains. Il est probable qu'il ne veuille pas être vu en public avec un grand nombre de ces personnes. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte qui s'affiche en ce moment sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos.